Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Alors, il y a quelque chose qui est assez paradoxal dans la manière dont on parle de l'alimentation émotionnelle et des troubles alimentaires. On parle beaucoup, et d'ailleurs moi la première, des comportements, de restrictions cognitives, de pulsions alimentaires, de la souffrance qui résulte de tout ça. Mais on évoque moins ce qui vient avant tout ça, avant les règles alimentaires, avant les stratégies pour contrôler son poids. Et le point de départ, il me paraît souvent assez silencieux, plus diffus, et probablement le sentiment que son corps est un problème qu'il faudrait corriger, un corps qu'il faudrait améliorer, discipliner, rendre socialement acceptable. Et quand on commence à regarder son corps sous cet angle-là, la nourriture devient très vite l'outil avec lequel on va essayer de le modeler, tout comme l'activité physique qu'on pourrait citer. Alors, vous me voyez sûrement venir. Aujourd'hui, j'ai envie d'explorer cette question, qui me paraît être une question centrale. Quel rôle joue l'insatisfaction corporelle dans l'alimentation émotionnelle et plus largement dans les troubles alimentaires? Parce qu'on parle souvent, comme je disais tout à l'heure, de nutrition, de poids, de santé, mais beaucoup moins de la manière dont nous avons appris à regarder nos corps. Alors ici dans ce podcast, j'en ai déjà parlé et je l'ai évoqué avec Juliette, qui est alias The Last Quiche sur les réseaux sociaux, et Charles Brumeau. Vous pouvez tout à fait vous référer à ces épisodes qui ont déjà été publiés. Mais aujourd'hui, pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Zoé Desbouis et Roxane Turgon, qui ont fondé l'association Focus Corps et qui travaillent depuis plusieurs années sur les questions d'image corporelle et de prévention des troubles alimentaires. Alors, bienvenue dans En cas de tracas, on y va. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui, Zoé et Roxane. Et peut-être que pour commencer, eh bien, vous pourriez vous présenter toutes les deux, expliquer votre parcours et nous raconter comment est né votre engagement autour de l'image corporelle. Donc moi, je suis Zoé Desbouis, je suis diététicienne. Effectivement, je suis spécialisée dans les troubles, de conduite alimentaire et les troubles de l'image corporelle qui sont associés à ces troubles alimentaires. Et comment est né, l'engagement sur ce sujet-là? Donc pour moi, il y a 2 genèses. La première, c'est que lorsque j'ai fait mon BTS diététique, mon premier boulot, ça a été, chez Andat TCA. C'est une association à Paris, voilà, qui fait beaucoup de choses sur le sujet des TCA et je voulais absolument bosser, chez Andat. C'était un peu ma fixette, quand je venais d'être diplômée et en fait, le poste, c'était un poste créé par Roxane pour travailler sur, le Body Project dont on reparlera peut-être, qui est un programme de prévention des TCA basé sur, des troubles comme l'insatisfaction corporelle et donc en fait, c'est pour avoir ce poste que, j'ai été, amenée à travailler sur ce sujet-là. Je pense qu'avant ça, je connaissais pas trop le sujet, ou j'avais pas fait le lien avec les TCA. Donc ça, c'est la première chose et la deuxième, c'est que en fait, en travaillant sur ce sujet-là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment concernée depuis très longtemps. Moi, j'étais une enfant, une ado, une jeune femme, très, mal dans sa peau et j'avais jamais mis mots dessus et en fait, je l'ai découvert grâce, à ce travail-là et donc je pense que ça a fait perdurer mon engagement, en fait. Je pense que comme beaucoup de personnes, les choses qui me touchent m'animent plus, donc c'est pour ça que j'ai continué mon engagement sur ce sujet-là. Voilà. Merci Zoé. Et Roxane, on te passe la parole. Oui, bah, merci déjà Julie pour l'invitation et alors c'est un peu similaire, c'est marrant, on n'avait pas trop parlé avec Zoé, mais donc moi je suis psychologue, clinicienne et puis docteure en psychologie, donc j'ai fait ma thèse effectivement sur le Body Project et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Zoé. Donc depuis je navigue entre, la recherche au niveau de la prévention des TCA, des compétences psychosociales et puis j'ai une pratique clinique, spécialisée dans les troubles, des conduites alimentaires et dans l'image corporelle. Et bah, un peu la même chose par rapport à l'engagement du coup et effectivement moi je suis un peu tombée dedans aussi, avec le Body Project pendant ma thèse. Le projet en fait m'a été proposé par la directrice, l'ancienne directrice d'Andat, à l'époque, qui voulait faire de la prévention des TCA, ce qui était très peu, voire pas du tout fait en France. J'y connaissais absolument rien et en fait en plongeant dedans, j'ai vu que le Body Project était, le programme le plus étudié, le plus efficace actuellement.
dans les études qui avaient été faites et je me suis dit: «Bah, on peut partir là-dessus, autant prendre quelque chose qui marche déjà, voir comment ça peut marcher en France». Et il est centré sur l'image corporelle et pareil, j'étais pas non plus je pense que j'étais assez déconnectée, de mon corps et grâce à cette thèse, grâce à ce projet, j'ai pu, me reconnecter, être un peu plus à l'écoute de moi-même et un peu dans la même veine que Zoé finalement. Ensuite, j'ai voulu continuer là-dessus et je pense qu'on était en phase toutes les 2. On a voulu continuer à travailler sur cette thématique-là, de pouvoir le transmettre à d'autres personnes et depuis en fait, ça m'a permis de, moi aussi, cheminer personnellement et puis professionnellement et de pouvoir le transmettre aux autres. Mmh. Et donc j'imagine que c'est à travers vos 2 histoires que vous êtes, connus et reconnus et que vous avez créé, l'association Focus Corps. Oui, on a toujours eu des activités annexes, à nos missions respectives dans le cadre de nos boulots parce qu'on avait d'autres projets, voilà, développer le Body Project. On a créé des événements à Paris, notamment par exemple, on a fait le Body Day, on a créé un vide dressing, grande taille. Voilà, on avait des envies autres et c'est comme ça, petit à petit, qu'est née, l'idée d'avoir une association parce qu'on avait besoin d'une structure et voilà, d'un encadrement à nos projets pour que ce soit un petit peu plus clair et un petit peu plus, ouais, structuré. Donc c'est comme ça qu'est née, l'association au fil des années. Et pour les personnes qui voudraient en savoir plus justement sur l'association, sur ce que vous proposez, où est-ce qu'on peut les rediriger? Alors on a un site internet, c'est focuscore.com, et ensuite on a un compte Instagram, c'est focus-corps. Voilà, c'est là où vous trouvez les informations, mais surtout sur le site internet. Super, bah, je te remercie et je mettrai bien évidemment toutes, ces notes-là dans les notes de l'épisode pour que, voilà, je des personnes qui écoutent puissent, retrouver, ce que vous proposez. Alors l'insatisfaction corporelle, on en parlait finalement, ça peut être, un point de départ, invisible et quand on parle alimentation émotionnelle, quand on parle des troubles alimentaires, on pense souvent, comme je disais tout à l'heure en introduction, aux comportements alimentaires eux-mêmes, à ce qu'on va faire, à ce qu'on va, manger. Mais dans beaucoup de parcours, ce qui apparaît bien avant la nourriture, bien avant un repas, une relation qui est souffrante avec la nourriture, c'est une relation difficile, une relation conflictuelle avec son propre corps. C'est le sentiment de pas être, comme il faudrait, de pas être, assez mince. Alors moi, quand j'étais jeune, c'était ne pas être assez mince. Aujourd'hui, c'est, ne pas être assez, musclé, pas être assez tonique, pas être assez, conforme. Avec ce qu'on pourrait qualifier de norme ou en tout cas cette norme qu'on nous impose qui ne correspond pas, à la diversité des corps, qui existent. Vous, dans vos parcours cliniques, dans, dans ce que vous observez des personnes qui souffrent de leur relation à l'alimentation, qui souffrent de troubles alimentaires, comment est-ce que la relation au corps peut s'inscrire dans l'histoire des personnes. Est-ce que c'est finalement un point de départ? Est-ce que c'est un facteur aggravant, un facteur de maintien? C'est quelque chose qui se transforme au fil des troubles? Comment est-ce que vous percevez ça? Alors, on peut préciser quand même que chaque histoire est différente, donc la place d'une difficulté que la relation au corps dans l'histoire des troubles alimentaires, ça va quand même être propre à chaque personne. Mais on a quand même beaucoup d'études, de documentation sur le sujet aujourd'hui et on voit que les difficultés corporelles, elles vont majoritairement préexister aux symptômes alimentaires. Donc comme tu disais, plutôt un facteur de risque, un facteur de déclenchement, même si on sait que c'est aussi un facteur aggravant ou un facteur de maintien et aussi un facteur de rechute dans les troubles alimentaires lorsque c'est pas, pris en compte. Allez, j'interromps très rapidement votre écoute pour vous proposer de télécharger 2 ressources gratuites. Alors, si vous êtes des fidèles auditeuristes de En cas de tracas, vous devez avoir l'habitude de ces micro-interruptions. Ça a été très difficile pour moi, au vu de ce superbe échange avec Roxane et Zoé, de choisir des ressources à vous proposer. J'en avais 9 en tête, j'en ai sélectionné 2 que je vous invite sincèrement à découvrir. Une ressource sur l'importance accordée à la minceur et au poids et une autre sur la comparaison corporelle. Ces 2 outils, ces 2 fiches, vous pouvez les télécharger en suivant tout simplement le lien dans, les notes de cet épisode. Je vous souhaite une très belle écoute. Et concernant le fait que ce soit un facteur de risque, moi je renvoie souvent les personnes au Dual Pathway Model de Eric Stice, qui est la personne qui a créé aussi le Body Project. Donc c'est le modèle de la double voie et c'est un modèle théorique, qui explique en fait les différents facteurs de risque qui entraînent potentiellement au développement de symptômes TCA.
et on voit en fait qu'au début de la chaîne de ces facteurs de risque, on a la pression perçue pour être mince. Donc ça peut être la pression qu'on reçoit de l'extérieur, donc toutes les injonctions directes ou indirectes de la part des médias, de la société à grande échelle, mais aussi de l'entourage. Et puis ça peut être aussi la pression du coup qu'on a intégrée, qu'on a internalisée et qu'on se donne à soi-même pour répondre à ce standard de beauté. Et on a aussi donc l'internalisation de l'idéal de minceur. Donc c'est-à-dire comment, par exemple, moi en tant que femme, bah, j'ai intégré que je dois ressembler à ce standard-là physiquement et aussi dans mon attitude, dans ma façon de m'habiller et cetera. Et donc ces 2 facteurs de risque, ils entraînent petit à petit, en fait, à développer une insatisfaction corporelle parce que la personne se rend compte qu'il y a un écart entre le corps qu'elle a actuellement et le standard de beauté et cet écart crée une insatisfaction corporelle qui va ensuite pousser la personne à modifier son comportement alimentaire, son activité physique ou d'autres choses qui vont amener potentiellement petit à petit au développement de symptômes TCA. Et je trouve que le deuxième modèle qui est intéressant qu'on a dans la littérature, c'est celui de Thomson, qui est le modèle d'influence tripartite de l'insatisfaction corporelle qui complète un peu aussi, le premier modèle dont j'ai parlé. Parce qu'il explique que l'influence, directement peut venir de l'entourage, donc que ce soit, les parents, les pères suivant l'âge, à lequel on a et puis de manière plus approfondie et plus large au niveau des médias, en fait, tous les messages qu'on reçoit, que ce soit les pubs, les réseaux sociaux, la télé, les stars et cetera. Et tout ça, en fait, va créer, bah, une comparaison aux images qu'on a ou alors aux personnes qu'on a dans notre entourage, comparer nos corps, comparer notre apparence et c'est souvent une comparaison qui est descendante, en fait. On va pas se dire: «Ah oui, je suis mieux que cette personne-là». Souvent, ça va être: «Ah non, non, il me manque ça par rapport à elle, je voudrais être comme ça» et cetera et ça va créer aussi cette insatisfaction corporelle petit à petit. Et donc tout ça, à nouveau, bah, peut mener à des conséquences négatives au niveau de l'apparence physique, de l'estime de soi, des comportements alimentaires et cetera. Mmh. Et quand une personne commence à être dans cet, état d'esprit, vit tout ce que vous avez pu décrire et commence à vivre une forte insatisfaction, corporelle, comment cette expérience qui est assez, intérieure, hein, c'est vraiment de l'ordre, des ressentis, comment elle peut progressivement influencer notre manière de nous alimenter, de nous contrôler, de se percevoir? Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, c'est, pour reprendre un petit peu ce que disait Roxane, la définition qu'elle en a donnée, nous, on prend souvent la définition de Thomson. L'insatisfaction corporelle, c'est un ensemble de vécus affectifs. Comme tu dis, c'est des expériences internes. Globalement, c'est des émotions désagréables, heu, au sujet de son propre corps, en fait, lorsqu'on perçoit qu'il y a un gap entre le corps perçu, donc c'est le corps que je pense avoir et le corps idéalisé, c'est le corps que je souhaiterais avoir. Donc ça crée des expériences internes, difficiles et en fait, ce qui se passe en conséquence, c'est que, la plupart des gens cherchent à modifier leur corps de façon à ce que le corps perçu, change et se rapproche du corps idéalisé. Donc on cherche la modification corporelle et pour atteindre cette modification corporelle, ben, souvent on met en place, des choses, comme, voilà, modifier son alimentation, c'est-à-dire, ça peut être manger plus ou moins de certains aliments, certains groupes d'aliments, certains nutriments. Ça peut être, faire telle ou telle, pratique sportive. Et voilà et c'est dans le but de façonner le corps, en fait, dans le but, d'avoir, moins de gras, pardon, à cet endroit, plus de muscles, à tel autre endroit, de changer, l'aspect de la peau. C'est comme ça, en fait et ça se fait assez progressivement comme tu disais et ça peut prendre, voilà, plus ou moins d'ampleur, d'une personne à l'autre. Mmh. Et à quel moment, selon vous, en fait, la relation au corps, bah, elle s c'est ça arrête d'être une relation au corps telle qu'on pourrait l'imaginer, un corps qui est, notre véhicule de vie, qui nous sert à nous déplacer, à vivre, à ressentir, à un corps qui va devenir un objet de surveillance, un objet de contrôle. Finalement, il y a un glissement complet où on peut s'éloigner de son corps pour complètement être focalisé sur, le fait de le modeler. Dans ce que j'ai vu moi dans mon expérience clinique, j'ai l'impression que c'est notamment à partir du moment où le corps devient un moyen d'arriver à ses fins, où il est vu comme un outil qu'on modèle à notre gré et non plus comme un allié en fait qui donne des informations, qui permettent d'être à l'écoute de ses besoins et ça me fait penser à, ce qu'on appelle l'auto-objectification.
L'autobjectification, c'est quand le corps ou soi-même de manière générale, en fait, on cesse d'être un sujet, avoir vraiment cette identité à laquelle on s'identifie et où on devient un objet. Donc le corps peut devenir un objet, vraiment quelque chose d'extérieur. Ça peut amener une grande distance avec ce qu'on ressent, ce qu'on vit dans notre corps et on va l'utiliser, on va le modeler, que ce soit par rapport au comportement alimentaire, l'activité physique pour qu'il ressemble à telle ou telle chose, voire la chirurgie esthétique aussi, ça peut arriver. Et et du coup, je trouve que c'est aussi quand les personnes se sentent complètement déconnectées de leur corps, quand, elles sont uniquement dans le mental, quand elles nous parlent souvent de cette déconnexion, il y a que la tête, il y a plus le corps, il y a plus les ressentis, les besoins et cetera. Et donc il y a plus, ces informations qui circulent et il y a plus cette écoute qui se fait. Et je trouve qu'à ce moment-là, quand on a cette distance avec le corps, les personnes vont vraiment l'utiliser comme un objet et ne plus l'écouter, ne plus le prendre comme un allié. Je t'entends, Roxane, c'est finalement on s'éloigne vraiment de l'interoception. Il y a plus du tout, on n'est plus connecté à Mmh. nos ressentis et on pourrait peut-être faire le parallèle avec l'alimentation aussi quand on tombe dans la restriction cognitive, quand tout est externalisé, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que je devrais manger, qu'est-ce que je n'aurais pas dû manger versus de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. C'est que finalement, comme tu l'as très justement dit, tout est mentalisé et on est, vraiment, c'est comme si on vivait à l'extérieur de notre corps et notre corps est juste un objet qui mériterait d'être, modifié. Mmh mh, complètement. Et pour compléter, parce que moi j'utilise beaucoup les termes de surinvestissement de l'apparence physique. En fait, je trouve que l'identité, c'est un ensemble de plusieurs choses et que notre apparence physique existe dans qui on est, dans ce qu'on montre aux autres. Mais je trouve que quand ça, c'est surinvesti, ça veut dire que sont désinvestis d'autres choses. Bah, notamment, voilà, les sensations corporelles, mais aussi peut-être la capacité à être satisfaite de son corps pour ce qu'il permet de faire, par exemple, ou pour ce qui permet de ressentir, de vivre. Mais je pense qu'on désinvestit aussi d'autres choses, par exemple nos valeurs, nos traits de personnalité, nos qualités, humaines. Et donc du coup, quand on surinvestit l'apparence, qu'on désinvestit le reste, je trouve que ça rejoint beaucoup ce qu'a dit Roxane, mais en d'autres mots, en fait. Il y a comme une forme de déséquilibre et du coup, comme tu dis, Julie, tout est mentalisé et tout tourne autour de l'apparence, notamment la beauté, la minceur. C'est finalement nos valeurs, enfin, qui je suis est uniquement relié à mon Mmh. enveloppe, charnelle et non pas à qui je suis vraiment. Vous l'avez un peu dit tout à l'heure, hein, cette, fabrique à insatisfaction corporelle, ben, en fait, elle sort pas de nulle part, hein. C'est finalement aussi la société qui nous l'impose, des normes qui sont extérieures, qui nous sont imposées. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça peut être l'entourage, mais aussi, voilà, les panneaux publicitaires, les représentations des stars, de tout ce qu'on peut percevoir dans la société et on vit dans une société où le corps est devenu un véritable projet. Moi, j'avais espoir que, ça change un petit peu ces 10 dernières années et j'ai l'impression qu'on voit vraiment un grand retour de bâton, voilà, où le corps, redevient, voilà, vraiment un sujet, central et on parle de plus en plus, hein, on l'a dit plein de fois, du corps comme un corps qui est un projet, qui est un objet à améliorer, à optimiser, à transformer. C'est un endroit de performance qui vraiment reflète aussi encore une fois la société dans laquelle on vit et ce qui est valorisé. Il y a des normes très précises, sur ce qu'un corps devrait être. Bon, je l'ai dit un peu tout à l'heure, donc je me répète, mais quand même, il est mince, il doit être ferme, athlétique, il doit être jeune et j'ai parfois l'impression que l'insatisfaction corporelle, elle est tristement devenue une expérience qui est universelle. Vous en avez témoigné toutes les 2. Moi aussi, j'ai vécu beaucoup d'insatisfaction corporelle. Dans mon entourage, toutes mes amies, femmes en ont vécu ou en vivent. J'ai l'impression que c'est le cas, aussi chez les hommes, même si la parole est un peu moins libérée. Ils ont quand même aussi une pression qui est, très importante. Comment est-ce que vous interprétez cette normalisation de l'insatisfaction corporelle? Alors c'est une question, très vaste, donc je vais essayer de rester concise, mais il y a beaucoup de choses, je trouve, qui sont importantes à aborder dans comment on l'explique justement cette normalisation, puis tu compléteras Roxane si tu veux. Donc il y a pas mal de choses, donc notamment une des premières choses, je trouve, c'est la standardisation de la beauté. Je trouve que ça, c'est un 1er problème qui explique qu'on tend vers de la normalisation, de l'insatisfaction corporelle. Parce qu'en fait, quand on vit dans une société où il y a plus, différents modèles de beauté, mais la beauté est standardisée, ça veut dire qu'en fait, il y a 2 moules. Il y a un moule femme, un moule homme. Voilà, il y a un idéal féminin, un idéal masculin et que tout le monde, doit essayer de tendre vers l'un ou l'autre.
Donc ça, déjà, je trouve que c'est un premier problème, ce qui fait que ça va toucher beaucoup de gens. Le deuxième problème, je dirais, c'est que c'est la surexposition à cette standardisation, parce que quand on vit dans un environnement où on est surexposé à quelque chose, on a de très fortes chances de l'internaliser. On a parlé, beaucoup jusqu'à maintenant, mais il y a des choses qui sont externes à nous, des choses qui sont nos expériences internes et à la base, voilà, dans nos expériences internes, on n'est pas censé, toutes et tous vouloir, tendre vers, un même standard de beauté, mais c'est à force d'y être surexposé, en fait. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup des réseaux sociaux, peut-être qu'on y reviendra, mais ça date pas du tout des réseaux sociaux, en fait. C'était là avant la surexposition. Dans les autres médias, journal, publicité à la télé et cetera. Les publicités sur, les abribus, sur les vitrines de pharmacie, voilà. Ça fait longtemps que qu'on est exposé à des corps, parfaits un petit peu partout dans l'espace public. Donc il y a ça déjà et puis après moi je trouve qu'aussi une autre cause, c'est le fait, que les personnes, concernées par, l'insatisfaction corporelle n'ont pas accès à beaucoup d'informations pour avoir une chance de sortir de cette insatisfaction et n'ont pas accès à des informations pour apprendre à résister aux injonctions, en fait. Donc je pense que globalement, on est toutes, très vulnérables. On nous explique pas, enfin, ni à l'école, ni nulle part que, parce que c'est pas forcément le rôle de l'école, mais bon, on nous l'explique nulle part que les standards de beauté, c'est une chose et qu'en fait la beauté, dans le monde, elle est censée être diversifiée et subjective. On nous explique pas qu'on a plein de qualités et qu'on n'a pas besoin de se conformer au moule. On nous explique pas que quand on souffre d'insatisfaction corporelle, on peut, faire autre chose que de modifier son corps. On peut travailler sur l'insatisfaction corporelle en elle-même dans le but de la diminuer, en gardant le même corps, par exemple. Donc voilà, c'est différents éléments et puis après peut-être qu'on peut aborder quelque chose de culturel pour compléter. C'est le fait que en fait, le standard de beauté, partout sur la planète, il est le même et c'est ce qui fait qu'il y a une normalisation, comme tu disais, de l'insatisfaction corporelle, parce que tout le monde en fait est impacté par ça, puisque le standard est très exigeant et il est le même partout. Donc c'est-à-dire que pour parler du standard féminin, c'est une femme blanche, qui est mince, surtout à certains endroits, hem, qui a voilà plutôt, les cheveux clairs, les yeux clairs, qui a une peau, parfaite sans aucune, imperfection, très lisse, pas de boutons et cetera. Voilà, c'est partout le même, standard qui est véhiculé. Donc en fait, toutes les personnes qui sont plutôt conformes se trouvent quand même pas assez parfaites parce que c'est un standard très exigeant et toutes les personnes qui n'y ressemblent pas, de près ou de loin, se sentent pas du tout conformes, en fait, à ce standard. C'est pour ça Mmh. qu'il y a plein de gens concernés et puis pour finir, je dirais effectivement, il y a une notion intéressante, c'est l'insatisfaction corporelle normative. C'est le fait que, aujourd'hui, il y a tellement de personnes touchées par l'insatisfaction corporelle que ça tend, plutôt à être la norme que l'exception et surtout chez les femmes comme, tu le disais, même si les études montrent que les hommes sont de plus en plus touchés, mais ça reste, majoritairement une problématique féminine, quand même aujourd'hui. Et pour compléter, ça peut sembler bizarre ce que tu disais pour certaines personnes qui connaissent pas trop ces problématiques de dire: «Bah oui, le standard de beauté, il est partout le même, il est blanc et cetera», tout ça, parce qu'on pourrait se dire, bah, il y a certains pays où c'est pas forcément le cas. Mais en fait, on voit avec la mondialisation, avec, les réseaux sociaux, le transfert des informations dans le monde finalement qu'il y a vraiment un standard dominant qui se dégage et qu'il y a beaucoup de personnes qui internalisent que oui, en fait, il faut tendre plutôt vers ça. Même si ça correspond pas à ma culture de base, à ma société de base et cetera et ça, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus effectivement dans les retours qu'on a aussi. Et pour moi, ce qui crée aussi cette normalisation de la satisfaction corporelle, c'est aussi, je trouve, je sens une grande rigidité autour de ce standard de beauté et il y a beaucoup enfin, il y a peu, en fait, le choix, je trouve, d'avoir une certaine diversité au niveau des corps, que ce soit dans, les références, dans les images qu'on voit et puis même dans les injonctions parfois très insidieuses, en fait, qu'on a autour de nous. Je sens qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le choix de déroger à ce standard et que dès qu'on est en dehors de ce standard, même un tant soit peu, ben, on a rapidement des commentaires, des choses, un peu comme si on devait revenir dans le droit chemin et on devait répondre à nouveau à ce standard-là. Donc, je trouve que c'est très dur, en fait, de sortir de cette norme-là, de ce standard et que c'est très courageux, justement, pour les gens qui arrivent à le faire.
Ouais, finalement, il y a une pression qui est sociétale et il y a une pression qui est sociale et qui rend le chemin extrêmement difficile pour s'en sortir. C'est Et ce qu'on pourrait ajouter aussi à quelque chose en vous écoutant auquel j'ai pensé, que cette normalisation de l'insatisfaction corporelle aussi, elle est pas anodine parce que toute cette, surexposition à des corps, qui, voilà, qui sont, qui ont une beauté très exigeante, qui correspondent finalement, pas du tout, peut-être à 1 des corps, tels qu'ils existent, naturellement. Et bien, en fait, ça nous pousse aussi à consommer parce que, ben, vouloir changer mon corps, c'est je pensais tout à l'heure, Zoé, quand tu disais sur les pharmacies, je me dis: «Ah bah oui, la crème, anticellulite, le nouveau machin, le régime ceci, cela» et finalement, ben, c'est assez intéressant économiquement parlant. Vous évoquiez la mondialisation. On peut parler la mondialisation avec la société, ultra-capitaliste dans laquelle on vit, faire en sorte que les femmes et les hommes soient insatisfaits de leur corps, bah, ça nous pousse aussi quand même, à beaucoup acheter parce que quand on achète, quand on consomme, on a l'impression qu'on adresse son problème et qu'on va se sentir mieux. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. En fait, il y a des dynamiques sous-jacentes qui sont là aussi, tu disais Roxane, insidieuses, mais bon, je pense qu'elles sont réelles. Voilà, une dynamique capitaliste notamment, ça rapporte énormément d'argent à beaucoup d'industries. Le fait que autant de femmes soient insatisfaites, les chiffres d'affaires que ça génère, que ce soit dans le milieu, dans les entreprises du régime, de la cosmétique, de l'habillement, voilà, c'est des milliards en fait de chiffres d'affaires chaque année. Donc bien sûr qu'il y a des grosses, industries en place qui ont pas du tout intérêt à ce que ça change. Après, il y a d'autres dynamiques, ouais, il y a une dynamique patriarcale, et hétéronormative. C'est sûr que en fait, ça existe parce que, la femme parfaite, elle doit, plaire à l'homme. C'est pour ça qu'elle doit être parfaite. C'est son rôle, en fait. C'est un de ses rôles, principaux. C'est pour ça que autant de femmes sont touchées et que ça a toujours touché beaucoup plus les femmes, que les hommes. Et après une dernière dynamique qu'on peut citer, parce que tu en as parlé Roxane, c'est je pense que ça dérive d'un héritage, colonial et suprémaciste, blanc où en fait, ce qui est bien, c'est, la femme blanche et en fait partout dans le monde, c'est ça qu'on doit imposer. C'est comme ça en fait que que doit être, véhiculé le standard, en fait. C'est comme ça que la femme est belle, que l'homme est beau, même si, voilà, on est à des endroits de la planète où la population ne se reconnaît pas du tout, c'est pas grave, ce sera que véhiculé comme ça quand même, hein. Donc c'est très violent, en fait, tout ça quand on le formule comme ça, c'est très violent, beaucoup de violence systémique et du coup ça se ressent au niveau individuel par, voilà, une société qui aujourd'hui largement est en insatisfaction, corporelle. Les personnes relativement conformes aux standards de beauté et les personnes qui n'y sont pas conformes. Tout le monde est touché en fait. Personne n'est épargné. C'est très violent et c'est vraiment triste parce qu'en vous écoutant, je me dis: «Bah, c'est vrai qu'on est tous enfermés dans ces carcans-là». C'est autant de temps qu'on passe à, penser à, son apparence corporelle au lieu de vivre sa vie, de s'épanouir et de s'émanciper et de participer aussi collectivement à la vie, à la vie en collectivité, à faire, avancer notre société. On est finalement insidieusement, amenés à se recroqueviller sur son propre nombril. Il y a pas de culpabilité à avoir derrière mon discours, hein, bien évidemment, c'est malgré nous et on fait du mieux Mmh. qu'on peut. Ouais. Mais c'est vrai que, ben, voilà, on se renferme sur soi-même et on ne va pas s'épanouir collectivement. Et ça peut arriver dès le plus jeune âge. Vous avez évoqué, je crois que c'est toi Zoé qui a évoqué le fait que, bah, voilà, adolescente, c'était pas identifié, mais que finalement c'est pas évident pour toi. Moi aussi, ça fait partie de mon histoire. L'insatisfaction corporelle, elle est arrivée, assez tôt, dans ma vie et j'ai l'impression que ce sont des expériences qui sont, tristement, répandues et qu'il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui commencent à intérioriser ces normes, assez tôt, hein. J'ai entendu mon fils, qui est en petite section, me dire qu'il avait entendu, un tel ou une telle dire à un tel ou une telle, je sais plus, que, cet enfant était gros, et c'était, sous-entendu avec un langage qui était désagréable. Donc finalement ça arrive, très tôt. À votre avis, à quel moment les enfants, les adolescents commencent-ils à intérioriser ces normes? Alors je t'ai préparé, des chiffres parce que je les trouve très, très parlants et comme on en a un petit peu, autant les utiliser. Donc sachant qu'il y a peu de chiffres en France, il y a très peu d'études sur le sujet, en France ou sur une population française. J'en ai quand même trouvé quelques-uns. Une étude de Roger qui date de 2010, sur une population de jeunes femmes à l'université, qui révèle que 80,5 d'entre elles,
évoquaient être insatisfaites de leur apparence et vouloir perdre du poids quand on les questionnait sur ce point-là. Donc c'est énorme, mais c'est pas, surprenant au final vu tout ce qu'on vient de se dire. Et ensuite, on a trouvé récemment avec Roxane, un d'autres chiffres très, très intéressants qui sont très récents. Donc c'est un rapport qui a été fait par l'ORS, Nouvelle-Aquitaine. L'ORS, c'est Observatoire régional de la santé. Donc c'est un rapport que vous pouvez trouver en ligne qui est intitulé «Enquête santé des lycéens», qui a été fait sur toute l'année 2022 et qui a été publié en 2024. Et ils ont posé la question du coup aux lycéens de est-ce que, vous vous trouvez, trop grosse? Est-ce que vous vous trouvez beaucoup trop grosse? Est-ce que vous vous trouvez trop maigre, par exemple? Et donc les chiffres sont très intéressants. Donc il y a 32,2 des lycéennes qui se trouvent trop grosses, contre 15,5 des garçons. Donc là, on voit bien justement ce gap, sur l'idéal, internaliser l'idéal de minceur et l'envie de modifier son corps. Il y a plus de 9, donc près d'une femme sur une lycéenne sur 10 pardon, qui se trouve beaucoup trop grosse, contre 2,5 des garçons, donc là aussi, gros gap. Et puis, ben, voilà, l'inverse est tout à fait, cohérent, c'est qu'il y a, 22 des garçons qui se trouvent trop maigres et seulement 8,9 des filles qui se trouvent trop maigres. Donc ça, c'est les chiffres qu'on a pu trouver en France, mais globalement, les études, mettent en évidence qu'en France, on a un peu les mêmes tendances sur, l'insatisfaction corporelle que tous les pays occidentaux, donc à savoir, Canada, États-Unis, Australie et Europe occidentale. Il y a beaucoup plus d'études, au Québec et aux États-Unis notamment. Et donc, pour finir avec quelques chiffres, il y a des travaux qui mettent en évidence qu'il semblerait qu'il y ait déjà des insatisfactions corporelles au périscolaire. Mais il y a toujours une limite qui est évoquée dans les études, c'est que les enfants à cet âge-là, ils ont du mal à, avoir une perception de soi qui est stable et claire, donc du coup, les résultats sont assez mitigés. Mais à partir de 6 ans, c'est, voilà, l'âge d'apparition moyen de l'insatisfaction corporelle. Il y a des travaux, très intéressants de Tatangelo ou de Dion pour, ne citer, que ces chercheurs-là. Donc voilà, l'âge d'apparition, le plus probable serait 6 ans pour l'insatisfaction corporelle. Et 6 ans, c'est aussi, l'âge à partir duquel il y a une différenciation, genrée. C'est-à-dire que la plupart des petites filles, quand on les interroge, elles sont préoccupées par leur corpulence, leurs cheveux et leurs vêtements, alors qu'au même âge, les petits garçons sont préoccupés par leur taille, leur capacité physique et leur tonus musculaire. Donc ça montre bien que c'est vraiment très, très tôt. C'est problématique avec, l'image de son propre corps. Et donc on l'a dit, c'est voilà, c'est édifiant. Moi, ça me coupe le souffle et en même temps, ça me surprend pas tant, voilà, moi, quand je reçois des gens en séance, c'est bien souvent que des histoires commencent avec de l'insatisfaction corporelle à 6 ans, voire même, avant, 6 ans. Et quels sont les signes qu'on pourrait détecter? Quand on parle d'insatisfaction corporelle, vous l'avez dit tout à l'heure, finalement, on peut être désarmé parce qu'on n'a pas les outils, en fait, on ne sait pas quoi faire. Et peut-être que aussi dans cette même logique, on ne voit pas venir et grandir cette insatisfaction corporelle. Quels sont les signes qu'on pourrait détecter et est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre de finalement de paliers qu'on pourrait suivre? Alors déjà, on voudrait faire la différence entre, avoir un complexe et avoir une insatisfaction corporelle, parce que l'insatisfaction corporelle, c'est vraiment un signe clinique où on va, comment dire? On va y avoir une grande souffrance derrière, en fait, où, ça va prendre une grande place dans le quotidien de la personne. Et que ça peut amener, bah, comme on l'a dit, depuis le début, beaucoup de comportements, extrêmes qui visent à réduire cette insatisfaction corporelle. Alors que les complexes, bah, on a tous et toutes, je pense, des complexes et on arrive à vivre avec et c'est pas forcément pour ça qu'on est centré dessus, qu'on a des pensées obsédantes toute la journée dessus et qu'on cherche à modifier des choses. On n'est pas très satisfaite, on n'aime pas trop certaines choses dans notre corps, mais ça va, on arrive à vivre avec. Donc je pense c'est important de faire la différence entre les 2. Et après, on avait réfléchi à toute une liste de comportements. On n'a pas fait de gradient, mais ça serait intéressant de voir s'il y en a. Je pense que là aussi, ça dépend vraiment des personnes et qu'il y a différentes portes d'entrée, au niveau du corps, au niveau des comportements, au niveau de l'alimentation et cetera.
Donc dans ce qu'on avait noté, il y avait, des petites choses comme, se cacher derrière ses vêtements. Donc ça peut être mettre des vêtements très sobres, très sombres, mettre des vêtements amples, pour pas qu'on voit les formes du corps, parce qu'on veut pas que ça soit marqué justement. Ça peut être de se cacher derrière un coussin. Il y a des personnes qui peuvent mettre des plaids ou des coussins, pareil quand ils sont assis pour pas qu'on voit comment le corps est mis ou, l'apparence. Ça peut être au niveau des photos, bah, refuser d'être sur les photos ou de voir les photos, parce qu'on n'aime pas se regarder. Ça peut être se cacher derrière les autres dans les photos, se mettre derrière ou sur le côté ou voilà, éviter, qu'on soit, en premier plan. Et puis ça peut être, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'influence de la part d'autrui, mais ça peut être de nous-mêmes aussi dans les discours. Donc, au niveau des discours, ça peut être, se critiquer à voix haute sur notre corps, sur notre apparence, sur, les comportements qu'on a. Ça peut être, ce qu'on appelle, en anglais, ils appellent ça le fat talk, donc le discours sur le gras. Ça va être, les discours entre, pairs où, on va dire: «Ah ben j'ai pris un peu de poids, machin» et puis ça va être la course à celle qui, sème le moins et cetera. Ça peut être des choses comme ça qui influencent aussi. Ça peut être, refuser les compliments, donc minimiser quand il y a quelqu'un qui me dit: «Ah j'aime bien telle chose» ou «C'est sympa ta coupe, de cheveux» et cetera. Donc ça peut être refuser ce genre de choses. Après on peut avoir des comportements qui deviennent un peu plus, compliqués, voire pathologiques, tout ce qui est les comportements de vérification. Donc ça va être des personnes, qui vont se regarder beaucoup dans les miroirs, vérifier, comment elles sont physiquement, telle partie du corps ou alors de manière générale. Vérifier que tout est bien comme il faut, vérifier qu'elles ont pas pris de poids, que ça se voit pas sur le corps et cetera. Et il y a certaines personnes qui peuvent passer vraiment beaucoup de temps à faire ça dans la journée. Donc là, ça peut être une façon de voir, à quel point c'est compliqué ou pas par la personne, le nombre de fois qu'elle le fait dans la journée ou le temps qu'elle y passe, par exemple. Ça peut être le nombre de fois où elle se pèse aussi. Parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui se pèsent, mais c'est pas forcément très compliqué. Mais si les personnes le font fréquemment, le matin à jeun, après les repas et cetera, pour voir la différence, tout ça, là, on peut voir qu'il y a quand même des croyances par rapport à l'alimentation ou au corps, qui se mettent en place. Tout ce qui est comparaison sociale, on en a parlé aussi tout à l'heure. Ça peut être, réagir très fortement, quand, le corps est en question, quand quelqu'un d'autre nous fait une remarque sur le corps et on voit que ça montre une très forte émotion, en fait, quand la personne réagit très fortement, que c'est un sujet qui est compliqué pour elle. Ça peut être aussi refuser de faire certaines activités qui mettent en avant le corps ou qui exposent le corps. Donc là, ça peut être quelque chose qui est un peu plus compliqué aussi et qui montre que peut-être on s'approche aussi du côté pathologique quand la personne refuse vraiment de faire des choses parce que, bah, c'est trop compliqué pour elle au niveau du corps. Et puis après des choses comme, tout ce qui est les régimes, faire de la chirurgie esthétique, des choses comme ça. Heu C'est très exhaustif et finalement, chaque parcours, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est singulier et finalement on peut se retrouver dans, certaines cases, pas dans d'autres, mais à partir du moment où on commence à se, à s'entrevoir à travers tout ce que vous avez, tout ce que tu as cité Roxane, peut-être qu'on peut se dire qu'effectivement, l'insatisfaction, corporelle est présente ou alors est en train, de frapper à la porte. Et parmi les facteurs de maintien de cette insatisfaction corporelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure, je crois que c'est toi Zoé qui l'a évoqué tout à l'heure, le rôle des réseaux sociaux, même si, voilà le toute la norme qui est imposée a existé avant l'heure, d'internet. Les réseaux sociaux, la diète culture qui est toujours, très présente aujourd'hui, les discours autour de la santé qu'on voit émerger depuis, 5-10 ans, la grossophobie qui, alors moi j'ai l'impression n'a jamais été, aussi, présente. Comment est-ce que tous ces éléments-là, peuvent influencer la construction de cette relation difficile au corps? Alors, au niveau des réseaux sociaux, on voit effectivement qu'ils peuvent jouer un rôle dans l'atteinte du standard de beauté, la comparaison à autrui, l'insatisfaction corporelle, et cetera. Par contre, la littérature scientifique nous permet de nuancer son impact, ce que je trouve intéressant. En fait, les études montrent que ça dépend comment les personnes utilisent les réseaux sociaux. Ce que je trouve très intéressant parce que du coup, ça peut nous permettre de le prendre dans un versant négatif ou positif et de toujours utiliser les réseaux sociaux, mais d'une manière qui soit bénéfique pour les personnes. Donc par exemple, on voit que l'impact peut être négatif si les personnes regardent fréquemment du contenu qui promeut le standard de beauté dont on parle, donc axé sur la minceur et cetera, car elles vont, justement intégrer, qu'elles doivent ressembler, au corps qu'elles voient.
et elles peuvent se comparer à ces corps-là, ce qui peut entraîner, bah, tout ce qu'on disait tout à l'heure, la comparaison d'autrui, l'insatisfaction corporelle et cetera. On voit qu'il y a, un impact qui est neutre si les personnes regardent des contenus qui sont pas du tout, associés aux standards de beauté, et qu'on y passe beaucoup de temps. Par exemple, si je regarde, des photos de chats avec qui se cassent la figure, ça va avoir aucun impact finalement sur mon corps et mon apparence physique. Et à contrario, ben, l'impact peut être positif si les personnes regardent du contenu qui promeut plutôt la neutralité corporelle. Donc c'est-à-dire, bah, je vais avoir une relation qui est plutôt neutre vis-à-vis de mon corps. Je suis pas en dépréciation, mais j'ai pas d'appréciation forcément non plus. Ou alors une diversité corporelle, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, bah, regarder des comptes où on a des corps gros, on a des corps, de personnes racisées et cetera pour s'habituer à voir, bah, qu'il y a pas un seul corps qui existe, il y a plein de corps et que c'est aussi riche de voir toute cette diversité-là. Ou alors de regarder du contenu qui promeut une image corporelle positive, donc des personnes qui apprécient leur corps, quelle que soit leur morphologie. Donc ça, c'est intéressant et du coup, on peut poser la question aux personnes qui nous écoutent, mais en fait, quelle relation vous avez aux réseaux sociaux? Est-ce que vous regardez plutôt tel ou tel contenu et quel impact ça a sur vous quand vous le regardez au niveau de vos émotions, de vos ressentis? Et est-ce qu'il y a des bénéfices? Et s'il y en a pas, comment est-ce que vous pouvez modifier votre rapport à ces réseaux sociaux pour qu'il y ait des bénéfices qui soient positifs pour vous? C'est très pertinent. Merci beaucoup Roxane et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend et puis qu'on dit très souvent. C'est, bah, si ça génère, de l'insatisfaction corporelle, de la comparaison, de la dévalorisation et ben, changeons en fait, les comptes que nous suivons, changeons, ce qui nous est proposé, ce qui est assez aussi perfide avec les réseaux sociaux, avec la façon dont l'algorithme est aujourd'hui fait et allons chercher des comptes qui nous inspirent, qui nous permettent de nous révolter et peut-être, comme tu le disais, de voir la diversité des corps tels qu'ils existent aujourd'hui pour apaiser aussi ma propre relation, au corps. Juste pour rebondir un tout petit peu sur ce que tu disais, dans la question, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un package, diète culture, grossophobie, santéisme et même, moi j'aime bien le terme de lipophobie. C'est pas juste, une problématique avec les corps gros, en fait. Je trouve que c'est une problématique avec, le moindre, petits bouts de gras, de tissu adipeux, en fait, parce que même les personnes qui sont loin d'être grosses, font la chasse au gras sur leur corps, voire sur le corps des autres. Donc je pense qu'il y a un vrai problème avec le gras sur le corps, alors que le tissu adipeux, voilà, c'est un tissu qui est fonctionnel, c'est un organe à part entière, on en a besoin. Hem Et du coup, oui, pour faire le lien avec ce que disait Roxane, je pense que tout ce contenu, s'il est véhiculé via les réseaux sociaux ou autres médias, c'est problématique versus si c'était une toute petite partie du contenu dans, d'autres contenus, diversifiés et puis encore une fois la surexposition en fait. De suivre plein de comptes sur les réseaux sociaux qui, voilà, qui sont que des corps minces ou heu, qui mettent en avant, l'intérêt du contrôle alimentaire par exemple ou du contrôle, de l'apparence via le sport. Ben, en fait, du coup, cette surexposition risque de créer les problématiques qu'on a évoquées. On se disait, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que quand on ressent, beaucoup d'insatisfaction corporelle, de souffrance, hein, c'est ce que vous avez souligné, vraiment la différence entre un complexe et une insatisfaction corporelle. Quand on souffre, bah, en fait, on va chercher à gommer la souffrance, c'est absolument humain et la nourriture peut devenir, un soutien, l'outil principal pour, tenter de modifier, son corps. On peut commencer à manger moins, à supprimer certains aliments, certaines catégories d'aliments. On peut surveiller ce que l'on mange et tout est externalisé et la nourriture devient à ce moment-là la question, centrale, dans notre vie et c'est cette question qui peut, même arriver à gouverner, nos choix, du quotidien et il me semble à ce moment-là que l'insatisfaction corporelle, elle reprend un petit peu de distance. Finalement, la nourriture devient, notre objet de contrôle, attire toute notre attention et met un peu à distance notre corps. Vous, dans ce que vous observez, dans vos pratiques, peut-être, en séance, en cabinet, comment la relation au corps vient, transformer la relation à la nourriture? Comment ça se passe? Moi, je trouve que c'est exactement ce que tu viens de décrire, en fait. C'est la plus enfin, moi, les gens qui me consultent, la plupart viennent me consulter pour des problématiques alimentaires, mais j'ai rarement comme motif de consultation,
Le problème de fond, c'est que je me sens mal dans mon corps et j'aimerais apprendre à me sentir mieux dans mon corps. En fait, le problème de fond, c'est, enfin, ce que la demande, c'est, voilà, j'aimerais m'apaiser avec l'alimentation parce qu'aujourd'hui, l'alimentation, c'est devenu très, très, très compliqué et en fait, c'est souvent moi qui suggère que, du coup, ce qu'on peut aussi faire en parallèle, plutôt que de juste travailler sur l'alimentation, la relation alimentation, c'est de venir travailler en profondeur sur la relation au corps, à l'image, de façon à ce que ce soit, stable, dans le temps, s'il y a des améliorations avec, l'alimentation, en fait. C'est un peu similaire pour moi, les personnes viennent, pour l'alimentation, mais du côté psychologique, donc qu'est-ce qui amène cette alimentation, ce comportement alimentaire et cetera et qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau psychologique? Ça dépend d'où en est la personne aussi dans son parcours, parce qu'elles peuvent avoir déjà cheminé et comprendre le lien entre image corporelle et modification du comportement alimentaire. Dans ce cas-là, elles ont parfois une demande sur, comment travailler sur l'image corporelle, mais c'est assez peu fréquent aussi. Mais du coup, ça se fait petit à petit et c'est à nous aussi de mettre à jour ce lien et de pouvoir leur expliquer, de pouvoir travailler dessus et aussi, comme on le disait au début, comme ça peut être un facteur de maintien et de rechute, d'expliquer ce lien aussi et que, bah, même si le comportement alimentaire va mieux, que la personne a une relation plus stable et plus saine à son alimentation, c'est intéressant de stabiliser aussi son image corporelle, son lien avec son corps pour qu'il n'y ait pas de rechute ensuite, au cas où qu'il y ait des événements, qui viennent fragiliser l'image du corps. Et ce qui entretient tout ça, tout ce mal-être, qu'on évoque, eh bien, en fait, c'est la honte, hein. C'est vrai que c'est une émotion qui revient souvent quand on parle, d'alimentation émotionnelle, de troubles alimentaires, de complexes d'insatisfaction, corporelle et on pourrait aussi citer la culpabilité, mais c'est ici, 2 émotions, 2 sensations qui sont différentes. Je vais juste, les réexpliciter très rapidement pour les personnes qui nous écoutent et qui connaissent pas la différence. La honte, c'est un jugement dévalorisant que je vais avoir vis-à-vis de moi-même. Donc ça pourrait être, «Je suis grosse, je suis nulle, je suis moche», et là je parle avec des mots, extrêmement doux et la culpabilité, c'est une émotion qu'on va ressentir vis-à-vis de nos actes. Donc je culpabilise, d'avoir mangé, de d'être sortie en étant habillée comme ceci ou comme cela. Donc on est vraiment, plus sur des actes alors que la honte, on va qualifier qui, on est vraiment, on touche à l'estime de soi. Donc ça peut être ici la honte de manger, la honte de ne pas avoir réussi à se contrôler, la honte de son propre corps et cette honte, elle peut devenir, envahissante et vraiment ankylosante. Je crois que sur cette terre, on a tous déjà ressenti de la honte. C'est, l'émotion, le sentiment, la sensation la plus désagréable, une des plus désagréables qu'on puisse connaître et elle nous colle vraiment, à la peau. De votre prisme, comment est-ce que vous diriez que cette honte peut s'installer dans tout le parcours qu'on vient de décrire? Alors je trouve qu'elle s'installe vraiment petit à petit et pas forcément que par rapport au corps ou à l'alimentation. On voit souvent, moi je parle de la voix critique ou de la part critique par rapport à cette petite voix dont tu parles de: «Voilà, j'aurais pas dû faire ça comme ça, je suis nulle» et cetera. Quand j'en parle en séance. Et on voit que souvent elle a été construite, dans l'enfance ou l'adolescence et pas forcément que par rapport au corps ou à l'alimentation et donc on vient questionner ça, voir comment est-ce qu'elle s'est construite et cetera et on voit souvent que, quand la personne fait quelque chose qui ne lui convient pas, bah, tout de suite, il y a cette petite voix qui arrive et quand on la déconstruit, en fait, on voit que cette voix, elle vient pas d'elle-même. Elle vient d'expériences passées où la personne a internalisé le discours d'autres personnes ou alors elle a internalisé une interprétation du comportement ou de la réaction d'autres personnes dans la situation. Donc finalement, cette voix critique, c'est quelque chose qu'on a internalisé, mais qui vient pas de nous à la base, mais qu'on se l'est attribué et qui devient nous, nos croyances, nos pensées vis-à-vis de nous-mêmes par la suite. Et donc c'est très intéressant de déconstruire tout ça, de prendre de la distance avec tout ça et je trouve que du coup, dans la façon dont elle s'installe, en fait, ça va être, bah, elle va devenir de plus en plus envahissante, elle va devenir, de plus en plus présente dans beaucoup de domaines de la vie, voire même dans tous les domaines, et puis, ça va être un cercle vicieux, en fait. Quand elle arrive, la personne va chercher à se rassurer, à la mettre à distance. Ou alors elle va être complètement soumise à cette petite voix, ce qui peut entraîner d'autres comportements, qui soient compliqués au niveau de l'image corporelle. Parce qu'on peut chercher à modifier encore plus son image corporelle pour que cette petite voix diminue. Sauf qu'on voit que c'est jamais assez finalement, parce qu'on ne peut pas atteindre cette perfection qu'on cherche.
On va chercher aussi à modifier son alimentation pour répondre à cette petite voix quand elle dit: «Ah bah non, mais tu as encore fait une compulsion, tu as encore fait tel truc, tes lu, c'est pas assez bien». Sauf qu'on connaît le cercle vicieux où, la personne va faire une compulsion, elle va ressentir de la honte, de la culpabilité ensuite, qui va amener d'autres émotions désagréables, qui va potentiellement amener d'autres compulsions par la suite. Donc finalement, c'est comment retrouver une relation apaisée vis-à-vis de soi-même, comment retrouver une estime de soi-même, une vision de soi-même qui soit beaucoup plus dans la bienveillance et comment déconstruire, cette voix critique. Donc ça dépasse bien, bien, bien le cadre alimentaire et la façon dont on voilà, dont on se juge. Ça marche. Et quelle place peut occuper toute cette honte, qu'on vient d'évoquer, dans le rapport au corps? Finalement, ce qu'on pourrait appeler la honte corporelle, dans le rapport au corps et dans notre rapport à la nourriture. Moi, je trouve que ça occupe énormément de place, chez les personnes que j'accompagne, hein. Comme tu disais, Roxane, en fait, j'ai l'impression que c'est une petite voix qui est presque toujours là et qui vient donner son avis sur, la façon dont on mange, les aliments qu'on choisit. Il y a beaucoup, voilà, aussi les personnes qui mangent trop vite ou qui mangent, en parlant. Voilà, il y a une honte de soi. C'est comme si le soi était quelque chose de dégoûtant, à soustraire au regard de l'autre, quelque chose qui va être rejeté. Il y a beaucoup ça. Et aussi, je trouve, une des choses, qui permet de voir que la honte s'exprime, c'est comme disait Roxane, le tabou, le silence, en fait. C'est le fait que du coup, on n'en parle pas, on reste, seul avec ça, alors que, dès lors qu'on en parle à des personnes de confiance, bien sûr, que ce soit des amis, des proches, des partenaires, des thérapeutes, on se rend compte que c'est une expérience, pas forcément universelle, mais très, très, très commune et ça fait du bien de sortir du silence et de se rendre compte que des choses, qui nous semblent vraiment, horribles, en interne sont vraiment partagées par plein d'autres personnes. C'est une des clés aussi, c'est vrai que pour sortir de la honte, on parle beaucoup du fait de, bah, justement s'exprimer, se faire, entendre et puis entendre aussi, les autres raconter, leur histoire qui fait forcément, écho à notre propre histoire. Ouais, c'est vraiment important et puis je rajouterais juste un petit bout pour, les personnes qui nous écoutent. Moi, je vous incite vraiment, à travailler sur, cette notion, la honte doit changer de camp. Parce que vu tout ce qu'on a abordé, aujourd'hui, voilà, on voit bien qu'il y a beaucoup de violence, que ce soit par les médias, la société de consommation. Il y a eu beaucoup, comme disait Roxane, de remarques, dans l'histoire de vie d'une personne, des remarques sur le corps, des commentaires. Parfois, il y a même du harcèlement, parfois des choses vraiment horribles, des agressions et cetera. Donc voilà, c'est important que la honte change de camp. En fait, la personne, peu importe le corps qu'elle a, peu importe vraiment, son apparence, elle n'a pas à ressentir de la honte d'avoir un corps, tel qu'il est et d'avoir même s'il y a des troubles alimentaires, importants, il y a pas de honte à avoir de ça vraiment et la honte, c'est vraiment plutôt, voilà, les gens et les industries qui entretiennent ça, qui gagnent de l'argent, sur le dos des gens. Voilà, la honte, pour eux, c'est les gens qui agressent, qui stigmatisent, qui utilisent des propos extrêmement violents et cetera et c'est voilà, vraiment important ce côté-là, je trouve, dans le cheminement. Ouais, merci, ça fait du bien. Indignons-nous. Collectivement, il faudrait que vous écriviez Ouais. un manifeste sur le sujet. On fait alors pour, sortir de cette insatisfaction corporelle? Parce que vous le disiez tout à l'heure, ben, on n'a pas les clés, on les connaît pas, elles sont pas sur le devant de la place publique. Et quand on parle d'apaiser sa relation à l'alimentation, ce pourquoi on va bien souvent voir, un thérapeute, ça nous paraît possible, envisageable, mais la relation au corps, elle, bah, elle peut rester quand même, difficile. C'est pas, quelque chose qu'on va nécessairement traiter. Alors est-ce qu'on peut vraiment, mais vous l'avez un peu dit tout à l'heure, apaiser sa relation à l'alimentation sans transformer son rapport au corps? Moi, je trouve qu'on peut partiellement chez certaines personnes, mais je trouve qu'on arrive assez vite à un palier si vraiment on améliore, la relation à l'alimentation sans parler du tout, du tout, du tout de la relation au corps. Voilà, je trouve qu'à un moment on va stagner, voilà, on va stagner, mais les personnes chez qui on n'arrive pas à ce palier, c'est des personnes qui, en fait, ont un corps perçu très proche de leur corps idéal et donc du coup, en ayant travaillé sur la relation alimentation, voilà, les comportements alimentaires vont bien et l'insatisfaction corporelle va bien
Il y en a plus parce que le corps perçu est conforme au corps idéal. Mais si ça n'a pas été travaillé, ça pose la question de qu'est-ce qui se passera si dans l'histoire de vie de cette personne, à un moment donné, son corps perçu s'éloigne de son corps idéal? Voilà, notre corps est amené à changer et on n'en a pas parlé, mais les standards de beauté sont des standards jeunes et ça veut dire que, au cours de la vie, lorsque la personne va avoir plus de rides, des cheveux blancs, la peau qui se relâche, prendre du poids et cetera, malheureusement, si ça n'a pas été travaillé, elle risque à ce moment-là de rechuter dans une forte insatisfaction corporelle, voire dans des troubles alimentaires. Mmh. Et quel est l'objectif pour sortir de cette insatisfaction corporelle? C'est une question que je me suis posée, en me penchant sur cet échange qu'on allait avoir. Est-ce que c'est d'arriver à un état de neutralité ou à un état de satisfaction? Parce que moi, je vois un peu l'autre revers de la médaille, dans le discours ambiant de: «Il faudrait absolument s'apprécier tel qu'on est». J'y vois, moi, de ma lorgnette, encore une injonction, à s'aimer. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour moi, ça dépend vraiment des personnes, de leur objectif et de ce quoi elles veulent vers quoi elles veulent tendre, en fait. On a des personnes qui arrivent à une neutralité corporelle et qui sont très bien comme ça parce qu'elles sont sorties de la dépréciation d'elles-mêmes, d'une image corporelle négative, hem et comme on disait tout à l'heure, ben, d'un dégoût, d'une honte et cetera et juste la neutralité, en fait, ça peut être, appréciable pour elles et elles arrivent à bien vivre comme ça. Et puis on a des personnes qui arrivent à, une appréciation corporelle justement où, bah, que ce soit de manière générale, elles apprécient leur corps ou alors elles apprécient plus, pardon, certaines parties de leur corps et pas d'autres, mais qu'elles arrivent en tout cas à mieux vivre de cette façon-là. Pour moi, il y a pas, l'un ou l'autre qui est meilleur, en fait. Je pense que c'est important en tant que professionnel et aussi en tant que personne dans l'entourage, comme on le disait beaucoup, il peut y avoir des influences. C'est important pour nous de respecter ce choix. Si la personne, elle veut aller vers une neutralité corporelle et ben, on suit son objectif. Si une personne, elle veut apprécier son corps dans son intégralité ou certaines parties de son corps et ben, on suit son objectif. Pour moi, en fait, ce qui est important, c'est que la personne, elle se sente bien dans son quotidien, qu'elle ait plus, bah, toutes ces émotions désagréables dont on parlait, qu'elle ait plus un rapport compliqué à son image corporelle, qu'elle ait plus un rapport compliqué à l'alimentation. Tant qu'elle va vers un bien-être ou un mieux-être au quotidien, pour moi, l'objectif, il est rempli. Donc après, on suit vraiment la personne là où elle en est et vers quoi elle veut tendre. Donc l'objectif Mmh. finalement, c'est pas d'être satisfaite ou être insatisfaite. L'objectif, c'est de vivre sa vie, le en étant le plus heureux, la plus heureuse possible. Oui, et je dis effectivement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, si je peux compléter, c'est qu'il y ait plus ces surinvestissements dont parlait Zoé de l'image corporelle, qu'il y ait plus ces pensées obsédantes vis-à-vis du corps, que ça soit plus un sujet central ou une priorité en fait, que c'est une partie de nous, c'est une partie de notre identité, mais il y a d'autres choses qui nous définissent et on peut apporter notre priorité à d'autres choses qu'à notre apparence. C'est souhaitable. Mais si certaines personnes veulent se renseigner sur, l'image corporelle, positive, j'invite à le faire parce que c'est souvent un concept qui est mal compris. Moi, c'est jamais une demande que j'ai. En fait, les gens éventuellement me demandent de tendre vers une neutralité, mais jamais vers quelque chose de positif. Je me demande si c'est parce qu'il y a pas un biais où les gens partent de tellement loin dans leur relation encore qu'ils imaginent même pas que ce soit possible d'être dans quelque chose de positif et du coup, je trouve que c'est dommage. Faut pas s'inhiber aussi dans ce qu'on peut chercher à atteindre et l'image corporelle positive, voilà, c'est un concept, vaste qui a été théorisé pareil là par des psychologues et il y a plein de sous-dimensions et donc comme disait Rossane, il y a une sous-dimension qui est le fait de donner, une place juste et modérée à l'apparence. Mais il y a d'autres choses, voilà, comme, l'amour de soi, par exemple et ça, je trouve ça intéressant. J'ai une collègue qui m'a utilisé ce terme un jour et je le reprends tout le temps, c'est la bienveillance radicale. Je trouve ça intéressant. En fait, c'est pas parce qu'il y a des zones de mon corps, quand je les regarde, je les trouve pas esthétiques ou pas idéales, que je dois me parler mal, que je dois me traiter mal, que je dois, accepter que les autres me traitent mal ou que je dois ne pas répondre à mes besoins primaires, que ce soit alimentaire, de sommeil, de mouvement et cetera et on peut développer vraiment, je pense, une capacité à prendre soin de soi vraiment, dans les actes, dans les propos, tenus, sans pour autant se trouver magnifique tous les jours de l'année. C'est pas, ça l'objectif. Ça me fait penser à la fonctionnalité du corps, je crois qu'on n'en a pas parlé encore. Souvent, en fait, on a donc l'aspect esthétique du corps qui est l'apparence.
qui est, la forme du corps, le maquillage, les vêtements et cetera. Et puis l'aspect fonctionnel du corps qui est: comment mon corps fonctionne, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Et souvent chez les personnes qui ont une mauvaise image corporelle, elles vont vraiment se centrer sur l'aspect esthétique et oublier complètement l'aspect fonctionnel. Et ça peut permettre aussi de aller vers une neutralité corporelle, de remettre la fonctionnalité au centre. De dire: «OK, comment mon corps peut être en bonne santé? Qu'est-ce qu'il peut me permettre de faire? Et comment je peux prendre soin de lui pour pouvoir faire telle et telle chose que j'apprécie dans ma vie au quotidien?» Et si on voulait prévenir l'insatisfaction corporelle dans notre société, bon, c'est pas une mince affaire, hein, je pense qu'on l'entend depuis tout à l'heure, mais par quoi, à votre avis, il faudrait commencer? Par quoi commencer, je sais pas, mais on a listé des choses qui nous semblent importantes. On aimerait bien ne pas choisir, mais tout faire en même temps Mmh. et voilà, moi je pense qu'il faut des actions assez massives à échelle sociétale, mais je pense notamment, voilà, une lutte contre la grossophobie, arrêter de lutter contre l'obésité, mais lutter contre la grossophobie et la lipophobie dont je parlais tout à l'heure et ce sur toutes les strates de la société. Voilà, faire quelque chose de bien organisé et massif, ça c'est, un de mes rêves. Aussi, dans la même idée, je pense qu'une grosse campagne d'information pour, lutter contre la méconnaissance et la désinformation sur les liens, par exemple, entre le poids et la santé, sur, sur le caractère fonctionnel du tissu adipeux, sur, pour déconstruire les croyances entre la volonté et la perte de poids. Je pense que ça serait super important, pareil sur toutes les strates de la société. Je te laisse compléter, Roxane, voilà, s'il y a beaucoup de choses, je pense, auxquelles, qui nous feraient envie. Mmh. Oui, je pense qu'au niveau individuel, déjà, c'est de prendre conscience, ben, de tout ce dont on a parlé, en fait, de comment c'est diffusé au niveau systémique autour de nous, les paroles, les discours, qu'on peut avoir aussi, que ce soit vis-à-vis de notre corps, vis-à-vis du corps des autres, qui influencent, soi-même, son image de soi-même et puis l'image, que les autres personnes ont d'elles-mêmes. On parlait, donc de moins investir l'aspect esthétique du corps et réinvestir, plus l'aspect fonctionnel. Développer l'écoute de son corps de manière générale, de ses besoins, de ses ressentis, de ses émotions. Rien que quand on sent qu'on a une douleur quelque part, on va: «Qu'est-ce que ça vient nous dire?» plutôt que d'éviter la douleur, de ne pas l'écouter. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui revient fréquemment? Est-ce qu'on a besoin d'aller voir des professionnels de santé et cetera? Bah, voilà, faire quelque chose quand on a un signe que nous envoie notre corps. Puis travailler sur cette, voix critique dont on parlait tout à l'heure pour être plus dans la bienveillance. Ça peut être diminuer la voix critique ou alors développer, ben, plutôt une voix bienveillante, si c'est possible aussi de se parler d'une autre manière pour être plus à l'écoute de nous-mêmes. Hem, donc je vois ça au niveau individuel et après de manière plus formelle, si on va au niveau sociétal, ben, je pense à des programmes, développés par la recherche hem, qui permettent, bah, de toucher un peu plus de monde de manière formelle, en fait, travailler sur l'image corporelle, proposer à des jeunes comment est-ce qu'ils peuvent avoir une image corporelle qui soit plus neutre ou plus positive suivant là où on veut aller. Et bah, qu'ils puissent prendre de la distance, en fait, avec les réseaux sociaux, les médias et cetera. Il y a beaucoup de programmes de littératie, d'éducation, aux médias justement pour, prendre conscience des images retouchées, de l'impact que ça peut avoir sur nous, de jusqu'où les images peuvent aller quand on les diffuse et tout ça, ça peut permettre de d'avoir cette prise de conscience, cet esprit critique et de pouvoir être un peu plus à l'écoute de nous-mêmes aussi. Merci beaucoup Zoé, merci beaucoup Roxane pour, cet, échange que j'ai trouvé aussi, dense que passionnant. On a fait un record, on a un petit peu plus d'une heure d'enregistrement, donc j'espère que les personnes qui nous écoutent sont arrivées, jusqu'au bout et j'espère très sincèrement que le discours que vous avez pu tenir et la précision de vos propos, auront pu, allumer, certaines, voilà, certaines, lumières et que, ça aidera, le plus grand nombre, à cheminer. Petite dernière chose, voilà, pour les personnes qui écoutent, n'hésitez pas, à mettre en place des choses. C'est réversible, les troubles de l'image corporelle, voilà, il y a beaucoup d'espoir. On peut aller vraiment loin dans ce cheminement. Donc si, bien sûr, vous pouvez être accompagné, si vous pouvez vous le permettre, financièrement, ça, c'est encore plus simple. Mais sinon, n'hésitez pas à mettre en place des choses, voilà. Du tri sur les réseaux sociaux, notamment, on en a parlé, voilà, ça fait du bien et d'apprendre à résister contre ces injonctions plutôt que de les subir. Et c'est possible. Mmh mh.
Et puis, merci Julie, Merci Julie. parce que c'est pas un sujet dont on a beaucoup l'occasion de parler, donc c'est chouette de voir que ça intéresse d'autres personnes et qu'on peut transmettre toutes ces informations-là aussi. Avec grand plaisir. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.